L'Africain du Groenland, c'est lui, Tété Michel Pomasi, lui qui fut le premier écrivain voyageur africain. Il a quitté son Togo natal pour rallier les contrées glacées du Groenland. Nous étions dans les années 60. Il a raconté son périple dans un livre, aujourd'hui réédité aux éditions Artaud-Poche. Et nous sommes très heureux de l'accueillir sur notre plateau. Bonsoir Tété Michel Pomasi. Bonsoir madame. C'est vrai que quand on lit votre livre, on est très impressionné. Parce qu'on rappelle que c'était quand même en 1965. C'est ça, c'est en 1965 que je suis arrivé au Groenland. Mais je suis parti du Togo plus de 8 ans plus tôt, et après une fugue que j'ai faite. Et pendant toutes ces années, ayant toujours la même idée en tête, le Groenland, les Esquimaux, enfin les Inuits. Et j'ai travaillé pendant toutes ces années dans plusieurs pays de l'Afrique occidentale. Avant d'arriver en Europe, je travaillais un peu à Paris et un peu en Allemagne. Et puis finalement au Danemark, à Copenhague, où j'ai pu faire les économies nécessaires pour prendre un bateau pour le Groenland. Oui, il a fallu 8 ans avant de voir votre rêve s'exaucer. Mais on va revenir sur la jeunesse, parce que c'est quand même curieux quand on vit au Togo, de se dire un jour, je vais partir au Groenland. Et il a fallu une aventure, une mésaventure. Racontez-nous. Oui, absolument. Bon, rien d'extraordinaire pour un enfant togolais de monter au sommet des cocotiers pour cueillir des noix de coco et les branches des palmes aussi pour tresser des paillassons. Et un jour, je me suis retrouvé nez à nez avec un serpent au sommet d'un de ces cocotiers. Le serpent me poursuit, j'ai pris peur, je tombe finalement et mes frères m'ont ramené à la maison. Comme j'avais perdu connaissance et que eux, ils avaient vu le serpent, hein, puisque j'avais dû donner un coup de poing au serpent qui m'a glissé sur la tête, dans le dos, et puis est tombé par terre. Alors, ils ont raconté que oui, j'étais mordu, mais seulement quand nous montons à des arbres sans vêtements, nous étions tellement écorchés qu'à travers toutes ces meurtrissures, mon père ne voyait pas les crocs du serpent. Donc il a commencé par me soigner avec ses propres plantes. Et mon état empirant, on a pensé que le mieux, d'abord nous sommes une famille, je sors d'une famille qui vit selon la tradition. On a pensé que la meilleure chose à faire était de m'emmener dans la forêt sacrée pour être guéri par la prêtresse du culte des serpents. Et vous avez voulu échapper donc à ce destin, parce qu'après on vous a dédié, on voulait que vous deveniez vous-même prêtre. Exactement, oui. Et vous avez donc décidé d'aller très loin. Ben oui, devenir prêtre du culte des serpents, je n'en avais pas vraiment je n'avais pas peur de le devenir, et d'autant plus que c'est mon père qui avait fait cette promesse à la prêtresse. Et un enfant africain ne dit jamais non à son père. Et puis, un jour, à peu près une semaine avant de retourner dans la forêt sacrée, je trouve à la librairie évangélique de Lomé un livre intitulé « Les Esquimaux du Groenland à l'Alaska ». Les Esquimaux, ça ne me disait rien. Le Groenland, encore moins. L'Alaska, je ne savais pas où ça se trouvait. Mais la couverture du livre présentait un chasseur avec son harpon, et puis il était couvert de peaux de bêtes. C'était ses fourrures. Et puis, il souriait. Le livre m'a plu. Je l'achète et je vais le lire sur la plage. Et ce que j'ai découvert était fabuleux. C'est que il faisait si froid. On me présentait un froid de moins 40 degrés. Mais bon, seulement, tant qu'on n'a pas senti un froid de moins 40 degrés sur son corps, on ne peut pas se représenter ce que c'est. Donc pour moi, c'était une bonne fraîcheur, une fraîcheur tout à fait agréable. Tout à fait. Mais seulement, il faisait si froid qu'il n'y avait pas de serpent.
Alors, pour moi, c'était le paradis. Si ce pays existe, eh ben, c'était à la fois une façon de dire non à mon père, sans le lui dire en face. Je n'osais pas le lui dire en face. Et puis ensuite, de voir ce pays où les habitants sont chasseurs, mais un pays sans arbres. Alors, ils chassent où? Ils chassent quoi? Mais ils chassent dans la mer. Mais je lis aussi qu'on peut marcher sur la mer quand elle gèle. Eh ben, c'était pour moi un monde qui relevait des fables que moi j'entendais, les contes que j'entendais le soir par mon grand-père et mes oncles, et c'était inexistant. Eh bien, j'ai eu cette révélation d'aller voir ces gens et de vivre avec eux. Bon, je suis parti vraiment sans esprit de retour. Pour moi, et même au cours de mon voyage, au cours de mes voyages en Afrique, et quand j'en parlais à différentes personnes, il y avait un marabout qui m'a dit, tu es maintenant à Dakar, c'est une belle ville, mais pourquoi tu veux encore aller plus loin, aller dans un pays... Justement, parce qu'on va avancer un petit peu justement quand vous arrivez pour la première fois donc, au Groenland, et là, ils n'ont jamais vu d'Africains. Comment ça se passe Eh bien, un moment inoubliable, parce que des enfants qui s'attendaient à voir descendre du bateau des Blancs, comme ils ont l'habitude de le voir, eh bien, voient parmi eux un noir, quelqu'un de tout noir. Et ils avaient peur en me voyant avancer vers eux. Et j'ai entendu les deux mots qui m'ont marqué, c'était Tornarsuk et Krivitok. Et ces deux mots veulent dire tout simplement le diable. Parce que Tornarsuk, dans leur légende, est un esprit tutélaire du chaman, quand le chaman fait ses séances. Et puis le Krivitok aussi est un esprit qui vit dans les montagnes. Et les enfants m'ont attribué ces deux noms-là. Bon, leurs parents aussi avaient peur, mais il y avait quelques retenues dans leur comportement. Donc les enfants se sont mis à crier et puis on continuait à me suivre. Et ils m'ont suivi jusque dans la maison où on m'a hébergé. Alors ils restaient autour de cette maison. Et puis petit à petit, ils m'approchaient, demandaient quel est mon nom, mon âge, et puis l'Afrique, il fallait leur expliquer comment un arbre pousse, quels sont les animaux qu'on rencontre en Afrique. Comme il fait si chaud, comment se fait-il que les bébés ne meurent pas en naissant? Oui, on voit bien qu'il y a deux cultures qui se rencontrent et vous faites parfois des parallèles. Par exemple, vous êtes surpris, pas toujours agréablement. À un moment, il y a des échanges d'épouses et ça vous laisse, on sent bien vous le dites dans le livre, c'est quand même assez curieux d'échanger ces femmes. Je le dis, c'est parce que ça existe et que j'ai eu ce genre de proposition. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce monde dur, impitoyable, où il arrive souvent des accidents de chasse, deux hommes qui se partagent leurs femmes s'assurent en même temps, assurent la famille de chacun d'eux, parce que si l'un d'eux meurt à la chasse, l'autre on s'occupe de la famille, de son ami d'échange. Cela veut dire que quand il rentre de pêche, de chasse, il partage le produit de sa pêche avec les orphelins qui n'ont plus de père chasseur. Donc, vous avez un regard d'ethnologue aussi, vous racontez, vous comparez entre la société africaine et la société du Groenland. C'est vrai que c'est aussi pour ça que c'est intéressant. Et c'est aussi pour ça que vous êtes rentré en Afrique pour raconter, c'était important de témoigner. Absolument, absolument. C'est quand même amusant parce que quand je suis passé à Paris, au cours de ce voyage, j'ai pu rencontrer quelques Africains qui faisaient des études de médecine, d'agronomie, et
une fois leur diplôme obtenu, choisissaient de rester en France, c'est-à-dire ne retournaient plus partager avec leurs frères ce qu'ils ont acquis comme expérience. Et bien moi, je me suis dit, eh bien voilà, personne ne m'a aidé, personne ne m'a envoyé faire des études. Je suis arrivé ici tout seul, mais je découvre un monde. C'est un peu comme lorsque Livingstone voyageait en Afrique et que le blanc nous découvrait. Mais là, j'avais l'impression, moi, je suis parti pour voir les habitants. Mais les habitants m'ont montré que moi-même, j'étais une goutte découverte pour eux. Alors, ce double regard m'a tellement surpris. Je me suis dit, il faut que je retourne chez moi et partager cette expérience avec mes frères africains. Mais la chose la plus fascinante, c'est que c'est avec mon grand-père et mon père que j'ai partagé parce qu'il a fallu leur expliquer avec tellement de périphrases pour montrer ce qu'est la neige, pour montrer ce qu'est la glace, comment on peut chasser dans un pays sans arbres. Et ça, vous le racontez vraiment très très bien. D'ailleurs, vous avez rapporté des manuels scolaires, parce qu'en Afrique, on étudie vos textes. Vous avez envie, vous dites que vous êtes groenlandais, vous allez retourner vivre là-bas ? Écoutez, le Groenland, maintenant... m'habite. C'est tout ce que je peux dire. Et je ne peux pas plus me passer vraiment de ce pays. Et comme l'a dit un de mes hôtes à la fin, dont je parle à la fin de mon livre, c'est que ma place, il m'a dit, ta place est parmi nous. Et je le ressens tellement intimement que j'ai toujours l'impression d'appartenir plutôt à ce peuple. Et je vous disais, le livre contient des passages qui sont enseignés dans les écoles en Afrique. Montrez-nous le livre et puis on va juste montrer. Effectivement, on vous revoit avec ce que vous portiez, les tenues. Est-ce que vous pouvez nous le montrer à la caméra, comme ça on va le voir. C'est la 6e en français où on retrouve des extraits. En route pour l'aventure, l'Africain du Groenland. Et c'est une vraie belle aventure humaine, extrême. Merci, Tété Michel Pommassy, d'être venu nous en parler sur le plateau 64 minutes. Et vraiment, j'invite tous nos téléspectateurs à se plonger dans ce livre. C'est vraiment, vous avez raison, c'est comme Livingstone. Vous avez eu le même enthousiasme, la même envie. Merci encore. Écoutez, c'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est aux éditions Artaud Poche.